Élisabeth Jacquet de la Guerre, tu es la plus célèbre des compositrices baroques françaises. Alors la grande force d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, c'est d'être une claviériste, une claveciniste de génie. Elle avait réussi à trouver sa patte personnelle, son style. Ce qu'Élisabeth Jacquet de la Guerre a d'exceptionnel, c'est de se placer au niveau des plus grands compositeurs, de mener son inspiration comme elle le voulait et d'être attirée par des genres qui commençaient à exister, qu'elle a elle-même expérimenté, puis développé. Et tu es douée depuis l'enfance, en partie grâce aux enseignements de ton père musicien, car les femmes n'ont toujours pas accès aux formations musicales. Elle est remarquée très tôt, c'est la chance de sa vie d'ailleurs, par le roi, par Louis XIV. Elle se produit à l'âge de 5 ans à la cour. Et la cour de cette époque-là aimait beaucoup les enfants prodiges. Ébloui, Louis XIV te donne un coup de pouce financier. Sa maîtresse, Madame de Montespan, te fait jouer à la cour. Et cet appui va permettre surtout qu'elle puisse publier ses œuvres. Être édité et publié à l'époque, c'était coûteux, donc c'était pas forcément facile. Il y a beaucoup de musique qui circulait de façon manuscrite, donc c'était une vraie reconnaissance. En 1687, c'est toi la première femme à publier des pièces pour clavecin. Elle publie ce premier recueil, elle a 22 ans. Vous imaginez, dans l'histoire du clavecin, c'est un livre majeur. Donc son premier livre est constitué notamment de 4 suites de danse. En France, on aimait énormément la danse. Louis XIV est lui-même un excellent, très grand danseur. Et donc, nombre des compositions instrumentales se basent sur ces suites de danse. Ambitieuse, tu innoves dans plusieurs genres musicaux. Elle a été parmi les premières à écrire des sonates qui venaient d'Italie. Elle a été aussi une des premières à écrire des cantates, genre italien une fois encore. Tout ça, en fait, c'est la finesse française qui rencontre l'exubérance et l'aisance italienne. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle ose beaucoup de choses. D'ailleurs, en fait, le roi aussi apprécie ça. Ces sonates pour le violon et le clavecin ont été interprétées pour le roi. Et il lui a fait un des plus beaux compliments qu'il pouvait faire à l'époque. Il a dit « Elles ne ressemblent à rien ». Mais c'était dans le sens où, en fait, elles sont très originales. Grâce à ta renommée, tu as épousé un musicien reconnu, Marin de la Guerre. Avec lui, tu dois quitter Versailles pour Paris. Mais c'est pas pour autant qu'elle a arrêté sa carrière, parce que du coup, elle a gardé une vie très active de musicienne. Elle a été très connue aussi pour l'enseignement du clavecin. Elle avait beaucoup d'élèves qui venaient chez elle. Et du coup, elle avait fait de son appartement parisien un grand centre musical. En 1694, ton opéra, Céphale et Procris, bouscule les habitudes du public. Elle est la première femme à composer une tragédie lyrique et à la faire jouer en France. Alors malheureusement, l'œuvre n'est pas un grand succès. Céphale et Procris, comme Médée de Charpentier, qui a été représentée à quelques mois d'intervalle, n'ont pas eu de succès parce qu'il y avait encore cette emprise de Lully sur les oreilles parisiennes. Compositeur favori de Louis XIV, décédé quelques années plus tôt, Lully reste la référence musicale. On peut se poser la question aussi de l'accueil de l'œuvre. Est-ce que le manque d'enthousiasme du public est dû au fait que, pour la première fois, une tragédie lyrique était présentée par une femme? Enfin, ça demeure avec un point d'interrogation. Après cet échec, tu connais des années sombres. Tu perds ton fils unique et ton mari. Ta passion pour la musique te soutient. Alors, il faut bien s'imaginer, comprendre qu'une veuve, à cette époque-là, sous l'Ancien Régime, est une femme libre. Elle va beaucoup composer, beaucoup éditer, beaucoup plus qu'avant, jusqu'à la mort du roi, parce que là, ça va être un veuvage, je dirais, fatidique pour elle. Ensuite, elle vivra sans beaucoup publier, mais toujours en donnant ses cours, donc en subvenant en même temps à ses besoins financiers. C'est une existence, disons, pour une femme du XVIIe siècle, assez réussie, je trouve. Les critiques t'ont qualifiée de musicienne extraordinaire. Pourtant, ton œuvre n'est plus interprétée après ta mort. On vivait de musique vivante. On jouait ce qu'on composait sur le moment. On ne jouait pas la musique du passé. Même si elle avait 20 ans d'âge, elle était quasiment oubliée. On redécouvre tes œuvres au XXe siècle. Aujourd'hui, ta musique mériterait d'être jouée autant que celle de tes contemporains, Charpentier ou Lully.